J'aime mon métier. Mon métier, c'est d'être coach agile. C'est un nouveau métier. Un nouveau métier qui consiste à accompagner des équipes à faire 3 choses. La première, c'est délivrer de la valeur. En gros, comment est-ce qu'ensemble on va pouvoir délivrer des services ou des produits à forte valeur ajoutée. Pas délivrer des produits à forte valeur ajoutée n'importe comment, non. De manière performante, avec la qualité nécessaire. Et surtout, toujours en préservant le bien-être de chacun des membres de l'équipe. Et comme cet exercice est relativement compliqué, on travaille énormément en agilité sur de l'amélioration continue, qu'on appelle aussi des boucles de feedback. Pour apprendre aux équipes à fonctionner de cette manière-là, au début, je leur expliquais comment elles devaient faire. Et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas leur apprendre ou leur montrer comment être agile de manière descendante. J'ai donc appris la posture de coach. Et à partir du moment où j'ai compris ce qu'était un coach agile, c'est-à-dire une personne qui a pour mission de mettre en place un cadre qui a la particularité d'être sécurisé, eh bien j'ai compris que là, je leur mettais en place une nouvelle façon d'apprendre. Alors je les accompagne maintenant différemment, je les accompagne avec différents outils. Les premiers outils que j'ai à ma disposition sont des techniques de questionnement, des techniques où on va poser des questions ouvertes, des questions fermées. J'utilise également énormément de jeux d'entreprise, des jeux pour comprendre, des jeux pour apprendre, des jeux pour faire, des jeux pour simuler. Et puis récemment, j'ai découvert un nouvel outil qui a complètement révolutionné ma pratique de mon approche de coach agile, c'est la facilitation graphique. Et cette facilitation graphique, quand j'ai compris ce qu'elle pouvait m'apporter, ça m'a allumé toutes les lumières. Alors la facilitation graphique, on en voit beaucoup, et souvent ça ressemble à ça. Des petits dessins. Des petits dessins dans lesquels vous retrouvez du texte, des couleurs, des liens, des personnages. Et quand je fais ça dans les organisations, souvent ça fait des effets waouh. Les gens trouvent ça joli, les gens trouvent que ça synthétise bien le moment. Et puis pour ceux qui n'y étaient pas, ils se demandent à quoi ça sert. C'est un peu fouillis, c'est pas clair, il y a beaucoup d'informations. Bref, pourquoi est-ce qu'il y a un tel emballement, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour cette discipline de facilitation graphique ? Alors quand j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer ces personnes-là, déjà je leur explique que ce qu'elles voient et ce que je viens de vous montrer, c'est un usage de la facilitation graphique parmi d'autres. Et ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle du scribing. Le scribing, ça consiste à faire un enregistrement visuel. C'est-à-dire, vous avez une personne qui fait un compte-rendu, généralement, de quelqu'un qui est en train de parler devant une assistance. Mais la facilitation graphique, c'est bien plus que ça. Vous avez peut-être entendu parler du sketchnote. Le sketchnoting, c'est une technique, cette fois-ci plutôt individuelle, qui consiste à faire de la prise de notes visuelle, mais uniquement à titre individuel. Parmi les autres usages de la facilitation graphique que j'utilise beaucoup, il y a aussi tout ce qui est la modélisation. La modélisation, ça consiste cette fois-ci à faire un résumé visuel une fois qu'on sait exactement toutes les données qu'on a envie de structurer, qu'on a envie de modéliser, et donc on sait où positionner le texte, où positionner les dessins. De cette pratique-là, de cet usage-là, on a été dérivé un autre qui s'appelle les modèles, ou en anglais les templates, qui sont ni plus ni moins que des panneaux, des métaphores qu'on va faire parler, où chaque composant du dessin représente une information et on va inviter l'équipe à discuter. Là, par exemple, la métaphore du bateau, où en gros toute l'équipe est dans le même bateau et se dirige vers une île fantastique qui va représenter ce qui est l'objectif ou ce qui pourrait être l'objectif. Cette équipe va rencontrer des difficultés qu'on va représenter par des encres. Et donc, on a une métaphore pour faire parler les gens. Et puis le dernier usage que je suis en train de pratiquer en ce moment, c'est le parler dessiné, qui consiste à faire une présentation en live, à expliquer quelque chose,
et à l'illustrer en même temps. Tout ça, je le mets au service d'un seul objectif. C'est que quand j'interviens, ça puisse générer des interactions. Des interactions entre les personnes. Et des espaces interactifs dans les organisations, dans les écoles, dans les entreprises, il y en a déjà. Un espace interactif, vous avez une ou plusieurs personnes qui parlent. Ça s'appelle une réunion, ça s'appelle un atelier. Il faut bien se rendre compte qu'en ce moment même, il y a des millions de personnes qui sont en train de perdre leur temps dans ces réunions, dans ces ateliers, qui sont en train de souffrir. Parce qu'on est en train de leur faire une présentation PowerPoint ratée. Parce qu'on est en train de leur demander de coller des post-it au mur. Parce que coller des post-it au mur, ça aide à faire réfléchir les gens. Encore raté. Parce qu'on leur a demandé, avant d'arriver dans l'atelier ou dans la réunion, de prendre connaissance d'un compte-rendu très volumineux, qui a pris beaucoup de temps à être écrit et qui n'a été lu par pas grand monde. Encore raté. Autant d'outils qui sont extrêmement puissants et qui ont tous été dédiés quand même à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est fait pour comprendre. Ou c'est fait pour se faire comprendre. Personne qui conçoit des PowerPoint, qui fait coller des post-it ou qui construit des comptes rendus, a volontairement fait acte de sabotage, faire perdre le temps aux gens qui sont dans les réunions, dans les ateliers. Il y a donc un problème sur l'utilisation d'outils simples en rapport à la complexité des messages et de la complexité des informations qui sont proposées dans ces temps interactifs. Pourtant, la complexité d'une information, la complexité d'un message, ça on sait faire. On sait faire car on a à notre disposition un outil dédié qui s'appelle le cerveau. Et le cerveau est capable de gérer, de maîtriser une complexité fantastique, une complexité de messages, une complexité de langue, à travers tous les canaux qui nous sont proposés. Des canaux subtils, comme le canal olfactif, ou le canal gustatif, le canal tactile, le canal visuel évidemment, et le canal auditif. Et finalement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que parmi tous les canaux, le deuxième canal le plus simple à utiliser après le canal auditif, c'est le canal visuel. Et notre cerveau, pour la plupart d'entre nous, est très réceptif à ça. Et la facilitation graphique est tellement développée que cette facilitation graphique, finalement, on est capable de la faire depuis qu'on est tout petit. En gros, pour pouvoir savoir dessiner, savoir faire ce que je suis en train de faire, il faut avoir le niveau de dessin d'un enfant de 4-5 ans. En fait, avant ça, il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner. On a déjà besoin de savoir écrire. Si le visuel est un langage, on va donc avoir besoin d'avoir un vocabulaire, de l'écriture, évidemment du dessin. La plupart des gens se trouvent particulièrement complexés par rapport à leur niveau de dessin. Le niveau de dessin requis est relativement simple. Prenez des formes de base, des points, des traits, des arcs, à partir desquels vous allez pouvoir décliner des formes, des pictogrammes, qui vont pouvoir représenter des objets. Certains vont représenter des symboles. Et vous aurez peut-être aussi besoin d'animer un petit peu tout ça, notamment en rajoutant des personnages. Et on ne va pas se mentir, effectivement, dessiner des personnages, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et si jamais vous êtes perdu avec vos personnages, dégainez toujours le bonhomme patate. Le bonhomme patate, c'est pratique et c'est facile à faire. Vous avez du vocabulaire, et dans un langage, une fois qu'on a du vocabulaire, il va nous falloir un petit peu de grammaire. On va avoir besoin donc de structurer cette information. Et la structuration de l'information de manière visuelle, c'est relativement simple. On a besoin de traits, de flèches. On va pouvoir connecter les informations entre elles, les positionner et donc donner du relief à l'information, au-dessus, en dessous, les positionner sur la page d'une certaine manière.
Et si véritablement les informations sont connectées entre elles, eh bien, on va pouvoir montrer ces liens. La structuration de l'information, visuellement, peut s'arrêter, en tout cas démarrer avec ce type d'outil. Une fois qu'on a du vocabulaire, une fois qu'on a de la grammaire, on va pouvoir écouter, on va pouvoir raconter. Écouter quoi? Raconter quoi? Des histoires. L'être humain adore se raconter des histoires. Les histoires ont cette particularité d'avoir un début, une fin, et surtout d'être jalonnés. Et ces jalons sont autant de marqueurs visuels qui vont vous aider à mémoriser l'information. Et à cette époque, on peut se demander si on est encore en capacité d'écoute. Quels sont les bénéfices que vous pouvez attendre de la facilitation graphique quand vous allez pouvoir la mettre en œuvre? Ce que j'observe et ce qu'on voit beaucoup, c'est déjà la récupération de l'attention. De plus en plus de personnes sont connectées, ultra connectées, les systèmes de notification nous envahissent partout. Récupérer l'attention des personnes est un enjeu fort quand on cherche à communiquer et à transmettre de l'information. Une fois qu'on a récupéré l'attention, on va pouvoir développer les temps de réflexion. À partir du moment où on a une ou plusieurs personnes qui commencent à réfléchir, on va pouvoir aussi développer la participation. La participation qui va passer par de la prise de parole, des questions, des objections, et au finalement, de la mémorisation. Voilà les bénéfices qu'on peut attendre et qu'on observe aujourd'hui en facilitation graphique. Alors, si vous aussi, vous avez envie de donner envie de transmettre, si vous voulez donner envie de communiquer, si vous voulez donner envie d'apprendre, si vous voulez donner envie de comprendre et de faire comprendre, je vous lance une invitation. Tout le monde en est capable. Alors allez-y, prenez le crayon. Je vous remercie.